Imaginez la scène. Il est 3 heures du matin, vous faites défiler Google Earth, survolant des chaînes de montagnes comme si vous étiez une sorte de dieu numérique. Et soudain, vous l'apercevez. Un sommet si reculé, si incroyablement éloigné de toute civilisation qu'il fait passer l'Everest pour un attrape-touriste. Vous zoomez encore, plissez les yeux devant votre écran et vous vous demandez « Est-ce que quelqu'un s'est déjà tenu là-bas ?» La réponse pourrait bien vous surprendre. Nous sommes en 2025. Nous avons des robots sur Mars, une intelligence artificielle capable d'écrire de la poésie et des drones de livraison qui connaissent votre adresse mieux que vous. Nous avons cartographié le fond des océans, répertorié des galaxies lointaines, et pourtant, il existe encore des montagnes sur Terre qui n'ont jamais senti la trace d'une botte humaine. Non, pas parce qu'elles sont trop hautes, ni parce qu'elles sont trop dangereuses, même si beaucoup d'entre elles sont absolument terrifiantes. Non, certains de ces sommets restent intacts pour des raisons bien plus fascinantes qu'une simple question d'altitude ou de météo. Laissez-moi vous emmener dans un voyage vers les montagnes les plus inaccessibles de notre planète. Et croyez-moi, une fois que nous aurons terminé, vous comprendrez pourquoi certains de ces sommets resteront probablement invaincus jusqu'à la fin même de la civilisation humaine. Commençons par la plus grande, le prix ultime de l'alpinisme, la baleine blanche qui hante les rêves de tout grimpeur sérieux, le Gangkhar Puensum. Avec ses 7570 mètres, elle est loin d'être la plus haute montagne du monde. L'Everest la surplombe de près de 1500 mètres. Mais voici le plus incroyable, le Gangkhar Puensum est la plus haute montagne jamais gravie sur Terre. Réfléchissez-y un instant. Nous avons envoyé 12 personnes sur la Lune. Plus de 6000 personnes ont atteint le sommet de l'Everest. Mais cette montagne, à cheval sur la frontière entre le Bhoutan et le Tibet, n'a connu aucune ascension réussie. Rien. Vous vous dites peut-être, d'accord, ça doit être incroyablement difficile, n'est-ce pas? Un cauchemar de parois de glace verticales et de pentes sujettes aux avalanches. Et oui, ce n'est clairement pas une promenade de santé, mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. 4 expéditions ont tenté de l'escalader et les 4 ont échoué. Mais c'était avant 1994. Depuis, personne n'a même été autorisé à essayer. En 1994, le royaume du Bhoutan a fait quelque chose d'inédit. Il a interdit toute activité d'alpinisme sur les sommets de plus de 6 mètres. Ils ont tout simplement fermé l'accès. Pourquoi? Parce que dans la culture bhoutanaise, les montagnes ne sont pas des défis à conquérir, ce sont des espaces sacrés où les dieux vivent littéralement. Le nom Gangkhar Puensum se traduit par le pic blanc des 3 frères spirituels, et l'escalader reviendrait à ce que quelqu'un décide d'installer un camp de base dans la chapelle Sixtine du Vatican. Mais c'est là que ça devient encore plus complexe. La montagne se trouve sur une frontière disputée. Une partie est au Bhoutan, l'autre au Tibet, qui est contrôlée par la Chine. En 1998, une expédition japonaise a décidé que si le Bhoutan ne les laissait pas grimper depuis le sud, ils essaieraient d'obtenir l'autorisation de la Chine et d'approcher par le nord. Ils ont effectivement obtenu un carnet. Ils étaient prêts à partir. Puis le Bhoutan l'a découvert, la tension diplomatique est montée, la Chine a révoqué le permis et l'équipe japonaise a dû plier bagages et rentrer chez elle. Réfléchissez un instant à la géopolitique de cette situation. 2 nations immenses, la Chine et le Bhoutan, se sont essentiellement mises d'accord sur le fait que certaines choses sont plus importantes que la conquête. Dans un monde où l'on a commercialisé les voyages spatiaux et où l'on prévoit des colonies sur Mars, il existe encore une montagne de 7570 mètres de haut qui est totalement interdite d'accès, parce que le respect des croyances spirituelles l'a emporté. Et cela va rester ainsi. En 2003, le Bhoutan a redoublé d'efforts et a interdit toute forme d'alpinisme, pas seulement sur les hauts sommets, mais sur toutes les montagnes. Le Gangkhar Puensum n'est pas seulement inexploré, il est légalement et spirituellement intouchable. C'est le sommet interdit par excellence. Mais parlons d'une autre montagne sacrée qui pousse ce concept à un tout autre niveau. Le mont Kailash, au Tibet, ne fait que 6638 mètres de haut, ce qui est petit selon les standards de l'Himalaya. C'est ce qui est fou, c'est probablement l'une des rares montagnes au monde où l'on peut dire avec une certitude absolue que, techniquement, si tu voulais la gravir, tu pourrais probablement le faire. Mais vois, moi que t'ai étudié, en 1926, l'alpiniste britannique Hugh Routledge l'a bien observé et l'a qualifié d'absolument inaccessible. Mais il était britannique, et à l'époque, il disait ça de beaucoup de choses. Le fait est que le mont Kailash n'est pas resté inexploré parce que c'est impossible. Il n'a jamais été gravi parce qu'il est sacré pour plus d'1 milliard de personnes. On parle ici de 4 grandes religions mondiales, l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et l'ancienne religion Bon du Tibet. Pour les hindous, c'est la demeure du seigneur Shiva, littéralement l'endroit où l'une de leurs principales divinités médite pour l'éternité. Pour les bouddhistes, c'est le mont Meru, le centre de tout l'univers dans leur cosmologie. Les Jaïns croient que leur premier guide spirituel y a atteint la libération. La foi bonne considère que c'est le siège de tout pouvoir spirituel.
Imaginez essayer d'escalader une montagne en sachant qu'à chaque pas, vous profanez ce que plus d'1 milliard de personnes considèrent comme leur site le plus sacré. Le gouvernement chinois, pas vraiment réputé pour sa grande sensibilité aux questions religieuses, a tout simplement interdit toute tentative d'ascension. Ils l'ont rendu illégal. Lorsque l'Espagne a demandé l'autorisation d'organiser une expédition en 2001, le tollé international a été si fort que la Chine non seulement a refusé le permis, mais a rendu l'interdiction permanente et absolue. Voici ma partie préférée de l'histoire du Kailash. Dans les années 1980, des responsables chinois ont en fait proposé au légendaire alpiniste Reinhold Messner la permission d'escalader le Kailash. Messner a été le premier à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène et le premier à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a refusé. Messner a littéralement écrit le livre sur l'alpinisme extrême et il a dit non parce qu'il comprenait que certaines montagnes existent dans l'âme des gens d'une manière qui dépasse la réussite et les goûts. C'est ce genre de retenue qui vous fait croire qu'il reste peut-être de l'espoir pour l'humanité. Mais toutes les montagnes impossibles à atteindre ne sont pas protégées par une signification spirituelle. Certaines sont simplement tellement éloignées qu'y accéder est plus difficile que de les gravir. Voici le mont Sidley en Antarctique. Le mont Sidley est le plus haut volcan d'Antarctique, avec environ 4300 mètres d'altitude. 14 000 pieds, ça ne paraît pas si extrême, non? Il y a des montagnes dans le Colorado qui sont plus hautes que ça, mais Sidley appartient à une toute autre catégorie. Il se trouve dans la terre Mary Bird, la région la plus reculée du continent le plus isolé de la planète. C'est tellement isolé qu'aucune nation n'a même pris la peine de la revendiquer. C'est un territoire non revendiqué, et il le restera parce qu'il n'y a absolument rien là-bas, à part de la glace, du vent et ce volcan gigantesque. Il a été gravi pour la première fois en 1990 par un scientifique néo-zélandais qui faisait partie d'une expédition de recherche. La montagne n'a connu sa deuxième ascension qu'en 2010, soit 20 ans plus tard. À titre de comparaison, l'Everest compte aujourd'hui des centaines d'ascensions chaque année. Envie de gravir le mont Sidley. Commencez par prendre l'avion jusqu'à Punta Arenas, à la pointe sud du Chili, puis prenez un vol de 4 heures au-dessus du passage de Drake, l'une des mers les plus dangereuses du monde, jusqu'au camp du glacier Union, en Antarctique. Ensuite, il faut attendre une fenêtre météo qui pourrait ne jamais se présenter. Vous attendez qu'un avion spécialement affrété, équipé de skis, soit prêt. Puis vous volez encore 900 km à travers l'immensité déserte de l'Antarctique occidentale jusqu'à la chaîne Executive Committee, où le mont Sidley trône tel un géant gelé au milieu de nulle part. Un chef d'expédition l'a décrit comme n'étant pas tout à fait hors carte, mais pas loin. Vous campez à 2000 mètres d'altitude sur une calotte glaciaire polaire où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés Fahrenheit. Si quelque chose tourne mal, si quelqu'un se blesse, les secours pourraient mettre des jours à arriver, s'ils arrivent un jour. La montagne elle-même possède une caldeira de 5 km de large et d'étranges formations de neige appelées champignons de neige qui poussent le long de l'arête sommitale, comme tout droit sorti d'une planète extraterrestre. La caldeira est immense et le terrain impitoyable. Et le coût? On part de plus de 50 000 $ par personne rien que pour la logistique. Et cela, c'est avant même de prendre en compte l'équipement, l'entraînement, les guides et la possibilité bien réelle que la météo annule votre expédition et que vous rentriez chez vous après avoir dépensé des dizaines de milliers de dollars juste pour rester assis dans une tente en Antarctique. Mais voici ce qui la rend vraiment inaccessible pour la plupart des gens. Elle met sur le radar de personne. Le mont Sidley n'a pas le prestige des Seven Summits, il n'a pas le magnétisme spirituel du mont Kailash. Il est simplement d'un éloignement brutal, impitoyable. Un alpiniste qui a atteint son sommet a dit que l'expérience ne concernait pas la montagne elle-même. C'était le fait de se tenir dans l'un des endroits les plus isolés accessibles à l'être humain sur cette planète et de se sentir complètement, totalement seul. Aucun hélicoptère de secours ne vient là. Aucune autre expédition n'est à proximité. Il n'y a que vous, votre équipe et l'étendue blanche infinie de l'intérieur de l'Antarctique. Ce genre d'isolement, c'est une forme d'impossible à part entière. Maintenant, parlons d'une montagne qui était impossible à atteindre jusqu'à il y a seulement quelques mois. Muchu Shish, dans la chaîne du Karakorum au Pakistan, haute de 7453 mètres, a passé des années à être considéré comme le plus haut sommet accessible du monde encore jamais gravi. Notez le mot « accessible », car contrairement à Gangkar-Puensum, vous avez en fait le droit d'essayer de gravir cette bête. Des gens ont essayé et ont échoué à plusieurs reprises. Les alpinistes tchèques ont tenté l'ascension 3 fois en 4 ans. En 2023, ils sont arrivés à 250 mètres du sommet, soit à peine 2 terrains et demi de football, et ont dû faire demi-tour. Ils étaient physiquement épuisés, à court de vivres, et la météo se dégradait. Imaginez être aussi près d'entrer dans l'histoire et devoir rebrousser chemin. Mais voici la partie la plus belle. Ils sont revenus en juillet 2024, une équipe tchèque composée de 3 alpinistes, Zdeněk Hák, Radoslav Gros et Jaroslav Bonský, a passé 6 jours à gravir la montagne en style alpin.
Pas de camp fixe, pas d'équipe de soutien massive, juste 3 gars qui portaient tout ce dont ils avaient besoin et avançaient rapidement. Les températures étaient infernales, atteignant parfois des niveaux qui auraient dû être impossibles pour une ascension estivale. Le changement climatique a rendu les étés en haute altitude au Pakistan presque insupportables. Le 5 juillet 2024, à 10h20 du matin, ils se sont tenus au sommet du Muchu Chish. Le plus haut sommet accessible encore jamais gravi au monde avait enfin été conquis. À leur retour, l'un d'eux a dit qu'il n'arrivait plus à se concentrer. Il était trop concentré, ils étaient tellement épuisés, tellement vidés mentalement par ces jours de concentration extrême à haute altitude, que leur cerveau était littéralement en train de disjoncter. Et tu sais quoi? Cette ascension n'a été possible que parce que ces alpinistes ont eu la patience et l'humilité d'échouer, d'apprendre et de revenir. À une époque où tout doit aller vite, ils ont montré que certaines réussites exigent des années de dévouement et de multiples échecs avant d'aboutir. Mais la montagne qui est peut-être la plus véritablement impossible à atteindre n'est pas du tout célèbre. Elle s'appelle le mont Khuiten, et elle se trouve exactement à l'endroit où la Mongolie, la Russie et la Chine se rejoignent. Elle ne fait que 4372 mètres de haut, mais bon courage pour y arriver. D'abord, il faut prendre un vol de 4 heures depuis la capitale de la Mongolie jusqu'à une petite ville appelée Bayanolgi. Ensuite, vous roulez pendant 7 heures dans des jeeps russes sur un terrain où le mot « route » est franchement exagéré. Puis, il faut marcher toute une journée pour atteindre le camp de base. Il n'y a ni porteur ni sherpas. Vous portez tout vous-même. Le camp de base se compose de 2 yourtes où un contact local aide à cuisiner, et c'est tout. Vous êtes dans l'une des régions sauvages les plus reculées de la planète. La montagne se trouve dans le parc national d'Altaï-Tavan-Bogod, où ours, lynx et léopards des neiges en danger d'extinction se promènent librement. La météo est d'une imprévisibilité féroce. Des tempêtes de neige peuvent surgir presque sans prévenir. Et voici le côté ironique, si vous voulez atteindre le sommet en toute sécurité, il faut grimper de nuit, car pendant la journée, la neige devient instable et le risque d'avalanche explose. Vous vous retrouvez donc à naviguer sur des passages techniques, dans le noir, par des températures en dessous de zéro, en espérant que votre lampe frontale ne vous lâche pas et que votre jugement reste assez affûté pour éviter les crevasses. Une expédition a rapporté que leur première tentative d'ascension a été complètement stoppée par une tempête de neige sortie de nulle part. Ils ont dû abandonner l'ascension, se mettre à l'abri et attendre. Toute l'expédition peut durer de 10 à 15 jours, et ça si tout se passe comme prévu. Ce qui est fou avec le Khuiten, c'est qu'il a été gravi par un enfant de 5 ans et aussi par une personne de 87 ans. Plusieurs personnes en situation de handicap physique ont atteint le sommet. Donc techniquement, ce n'est pas si difficile, mais l'isolement, la logistique et l'effort colossal nécessaire rien que pour se tenir au camp de base, c'est ce qui rend l'ascension impossible pour la plupart des gens. Vous pourriez être le meilleur alpiniste technique du monde, mais si vous n'arrivez pas à organiser des trajets de 7 heures en jeep à travers la nature sauvage de la Mongolie, vous ne grimperez pas le Khuiten. Laissez-moi vous parler de quelques autres sommets qui méritent d'être mentionnés. La Bouchkang au Tibet culmine à 7249 mètres et se trouve dans une région si mal cartographiée du nord de l'Himalaya qu'il y a encore débat pour savoir ce qui constitue réellement un sommet distinct ou un sous-sommet. Une seule tentative sérieuse a été faite par une équipe polonaise et elle a échoué. Obtenir l'autorisation de la Chine pour y grimper est notoirement difficile, avec des démarches administratives qui feraient passer la préfecture pour un modèle d'efficacité. Il y a aussi le Tangshan Jiabu, à la frontière entre le Bhoutan et la Chine, qui culmine à 7220 mètres et qui est tellement méconnu que ses premières photos n'ont été prises qu'en l'an 2000. On avait le télescope spatial Hubble qui prenait des photos de galaxies lointaines et on obtenait encore les premières images de montagnes sur Terre. Une seule demande d'ascension a jamais été enregistrée et aucune tentative n'a été faite. Voilà quelque chose de fou. Il y a probablement des centaines, voire des milliers de sommets sans nom et jamais gravis dans l'Himalaya et les Andes. Nous ne savons même pas exactement combien de montagnes existent. Les chaînes sont tellement vastes et complexes que de nouveaux sommets continuent d'être identifiés et cartographiés. Certains d'entre eux pourraient être importants, dépasser les 6000 mètres, et nous n'en avons tout simplement pas encore connaissance. Mais prenons un peu de recul et réfléchissons à ce que tout cela signifie. En 2025, nous avons la technologie qui nous permet de voir chaque centimètre carré de la surface de la Terre. Vous pouvez ouvrir Google Earth dès maintenant et survoler virtuellement n'importe quelle montagne de la planète. Vous pouvez voir des images satellites, lire des récits d'expédition et regarder des vidéos YouTube d'ascension datant de plusieurs décennies. L'information est illimitée et pourtant ces montagnes restent intactes. Certaines à cause de la législation, d'autres à cause de la logistique et d'autres encore à cause de croyances spirituelles qui perdurent depuis des millénaires. Dans un monde où l'on a l'impression que tout a déjà été fait, acheté, vendu et posté sur Instagram, ces sommets représentent quelque chose de radical, la retenue et le mystère.
la reconnaissance que peut-être tout n'a pas besoin d'être conquis. Il y a quelque chose de profondément humain dans le fait de vouloir se tenir au sommet des montagnes. C'est inscrit dans notre ABM. Nous sommes des explorateurs, nous sommes des conquérants. L'histoire de l'alpinisme est remplie de récits de courage incroyable, de détermination et souvent de tragédie. Des gens sont morts en poursuivant ces sommets. Ils ont sacrifié des mariages, des carrières, des doigts et des orteils à la morsure du gel, tout ça pour quelques minutes passées debout sur un tas de roches et de glace au sommet du monde. Il y a quelque chose d'aussi profondément humain dans le fait de regarder une montagne comme le Kailash ou le Gangkhar Puensum et de se dire « Tu sais quoi, celle-ci n'est pas pour nous ». Cela demande un autre type de courage, le courage d'accepter ses limites, le courage d'honorer quelque chose de plus grand que la réussite personnelle. Je pense à ces alpinistes tchèques qui ont finalement atteint ce sommet du Mučućić. Ils ont réussi là où d'autres ont échoué, non pas parce qu'ils étaient forcément plus forts ou plus doués, mais parce qu'ils ont persévéré. Ils ont tiré des leçons de l'échec, ils ont respecté la montagne au point de comprendre qu'elle ne se laisserait gravir qu'à ses propres conditions. Et je pense à Reinhold Messner, qui a renoncé au Kailash. Voici un homme qui a gravi l'Everest sans oxygène à 2 reprises, qui a escaladé les 14 sommets de plus de 8000 mètres du monde, qui a littéralement redéfini ce qui était possible en alpinisme, et il a dit non au Kailash, parce qu'il a compris que certains sommets appartiennent au domaine du sacré, et que ce domaine mérite d'être protégé. Ces montagnes vont nous survivre à tous. Le Gangkhar Puensum sera toujours là, intact, bien longtemps après que tous ceux qui lisent ceci soient retournés à la poussière. Le mont Sidley continuera sa veille solitaire en Antarctique pendant des millénaires. Le Kailash restera le centre spirituel de l'univers pour d'innombrables pèlerins qui en feront le tour avec respect, sans jamais tenter d'en atteindre le sommet. Et peut-être que c'est exactement comme cela doit être. Peut-être que dans un monde où l'on repousse sans cesse les limites, où l'on bouleverse les industries et où l'on bat des records, il nous faut aussi des limites qui restent infranchies, des industries qui demeurent intactes, des records qui restent inviolés. Car au fond, ces montagnes ne sont pas vraiment inaccessibles à cause de leur altitude, de leur éloignement ou de la météo. Elles sont impossibles à atteindre parce que nous avons collectivement décidé, par la loi, par le respect, ou simplement par la réalité logistique qu'il en soit ainsi. Et dans cette impossibilité, il y a une forme étrange d'espoir. Cela nous rappelle que le monde est encore plus grand que nous, que le mystère existe toujours, que certaines frontières sont faites pour rester des frontières. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez sur Google Earth à 3 heures du matin et que vous apercevrez l'un de ces sommets impossibles s'élevant du paysage comme un défi lancé par les dieux eux-mêmes, prenez un instant pour l'apprécier, non pas comme quelque chose à conquérir, mais comme quelque chose devant lequel s'émerveiller, comme la preuve que dans ce monde petit, cartographié, photographié, documenté, il existe encore des endroits qui n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Et peut-être, juste peut-être, c'est ainsi que cela devrait rester.